Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que je pourrais acheter un MG Marvel Air? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. On est à bord du MG Marvel Air. Je vous l'avais promis. Grâce au groupe Ford MG de Quimper, je vous mets en lien leurs coordonnées. Et ils ont souhaité, après l'essai de la MG4, après aussi l'essai de la Ford Mustang Mach-E, de me mettre à disposition cette Marvel Air du groupe MG. La Marvel Air, c'est un simili 4x4 SUV plutôt placé haut de gamme dans leur finition, dans leur série. On est sur une voiture électrique équipée d'une batterie lithium-ion 70 kWh, soit 65 kWh utile. La version que j'ai, c'est la version Luxury. Il y a deux versions, la Luxury et la Performance. La différence entre les deux voitures, c'est essentiellement le nombre de moteurs. Donc moi j'ai deux moteurs à l'arrière, un de 110 chevaux et un de 70 chevaux, et un moteur à l'avant sur la Performance de 110 chevaux qui la porte à près de 290 chevaux en puissance. Ces deux véhicules ont aussi la caractéristique d'avoir une boîte de vitesse, d'avoir deux rapports. Le deuxième rapport s'enclenche vers 70-90 km/h, donc il permet d'avoir un premier moteur avec plus de couple sur les démarrages et les accélérations, et une deuxième vitesse pour les plus longs relais sur les routes et compagnie, en mode road trip. En charge, on va tout de suite sur la partie électrique. Donc cette voiture est équipée d'un chargeur AC 11 kWh, 11 kW Armel, et d'un chargeur DC 92 kW. C'est peut-être le bas qui blesse sur cette voiture. Ça lui procure un temps de charge 5,80% de 43 minutes. Il y a mieux sur le marché, et aujourd'hui la Luxury elle est proposée en autonomie WLTP à 402 km et 370 km pour la version Performance. Les deux sont équipés de très jolies jantes. Je vous mettrai des photos en incrustation, 19 pouces. Finition intérieure. Et là franchement moi ça a été quand même la très jolie surprise. On a un dessin de tableau de bord qui est vraiment très soigné, hein. On a cette grande ouverture qui court tout le long du tableau de bord avec la gestion de la ventilation, et cet écran 19 pouces, surface utile 15 pouces, mais 19 pouces sur la totalité, très incliné, qui nous donne une console centrale très aérienne avec un volumineux espace de rangement sous la tablette. C'est pas forcément des plus pratiques pour un gros rouleur comme moi, parce que bon, il faut un petit peu se contorsionner, etc. Toujours un petit peu peur, même si le rangement est assez profond, hein. Toujours un petit peu peur que des objets tombent sur des virages serrés ou autres. Mais voilà, on dispose d'une prise 12 volts devant, de deux prises USB-A. Et à l'arrière, dans une sorte de faux cendrier, on a aussi deux prises USB. Donc on est franchement très bien équipé. C'est vraiment une voiture full option. On a les sièges chauffants, ventilé, clim automatique, Apple CarPlay, Android Auto, on a un très bel écran LCD devant le conducteur, et ce multimédia qui ressemble, qui est très inspiré, hein, parce qu'on est sur la même version, sur la même base, hein, que la MG4, donc on n'est pas trop dépaysé. L'écran de la MG4 est peut-être un peu plus réactif, je trouve, que la MG, mais voilà, globalement on a un petit temps de latence entre chaque sélection. On a ici le bouton central de menu pour revenir. Voilà. On va toujours avoir une petite 1 à 2 secondes entre le moment où on a sélectionné le. Voilà. On n'est pas sur une réactivité extraordinaire. On a un GPS, il n'y a pas de planificateur, d'itinéraire avec gestion des charges ou autre. C'est dommage. J'ai déjà essayé le GPS, il fonctionne vraiment très bien. Et par contre voilà, en mode recherche de destination, etc., c'est très efficace. Ouais, franchement le GPS, moi je trouve qu'il fait le jeu. La clim, donc on a ce petit bouton central en dessous qui nous ramène sur la climatisation. On peut gérer le sens des flux d'air, la clim auto, actuation la clim, etc. Donc franchement très bien. Et ici, de part et d'autre, on peut donc gérer les deux zones de température.
Voilà, et on peut gérer ici le siège chauffant, le siège ventilé avec le niveau que l'on souhaite avoir, allumer et éteindre, franchement très pratique. Et puis, eh ben, Apple CarPlay, hop, voilà, tac. Donc retour sur l'Apple CarPlay, vous voyez que j'étais regardé sur mon téléphone l'essai de Charging Station sur le Marvel Air. Voilà, donc franchement très très pratique. Avec cet affichage qui est gigantesque, hein, là franchement, il n'y a pas mieux. Donc franchement, en équipement, on est pas mal. Et c'est vrai que moi, depuis que je roule avec cette voiture, entre guillemets, je laisse le panneau général du multimédia MG affiché. Et je vais me focaliser essentiellement sur l'écran. Je vais vous mettre en incrustation des images de l'écran devant parce que on retrouve tout. On retrouve le GPS, on retrouve l'information du multimédia, de ce qu'on écoute, etc. Et sur la gauche, on a tout un ensemble de tableaux de bord, d'ordinateurs de bord. Et voilà, donc on a différentes informations. On va le contrôler à partir de la partie droite du volant. Donc les différentes informations, les pressions des pneus, la gestion du maintien dans la voie du régulateur, les consommations du trip actuel, etc. Quelques réglages de brillance. Un accès ordinateur de bord qui peut être sympa, où on voit le fonctionnement, les flux d'énergie entre les deux moteurs arrière, la batterie, etc. Et on verrait donc le moteur avant si il est équipé. Le wattmètre, le voltmètre, l'ampérage de la batterie, la vitesse du moteur. C'est assez intéressant, moi je trouve. On ne trouve pas ça fréquemment dans les voitures, même dans les voitures très haut de gamme de type germanique, pour n'en citer aucune autre. Voilà, donc un affichage plutôt de la vitesse en cours, etc. Moi, j'avoue que je suis plutôt souvent sur la consommation parce que ça nous intéresse aussi de voir la consommation de cette voiture. Au milieu, l'incrustation du GPS en 3D, c'est vraiment très 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 joli. En dessous, on va voir l'affichage du niveau de pourcentage de batterie et de l'autonomie estimée. On va avoir les informations liées au régulateur, notamment si on n'est pas sur l'affichage sur l'ordinateur de bord avec l'insertion dans la voie. Donc on va avoir le rappel du régulateur, que le maintien, l'assistance de maintien dans la voie est actif et la vitesse. Et puis le niveau de distance avec les véhicules d'avant. Sur la console centrale, pardon. On va avoir ici la gestion du frein régénératif. On a 3 niveaux de frein régénératif. Un peu comme sur la MG4, c'est un petit regret pour moi. Le frein régénératif n'est pas très fort. On n'a pas de conduite one pédale possible. Ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Quand on monte dans la voiture, le frein régénératif va être à 2 par défaut et donc on va le monter, voilà, un petit cran vers le haut pour le monter à 3. Ce matin je suis parti batterie à 100%, batterie froide, et il ne m'autorisait que 2 niveaux de frein régénératif jusqu'à ce que la batterie soit suffisamment chaude, et là il m'a autorisé le 3e niveau de frein régénératif. Donc on voit qu'on a quand même une gestion intelligente de la batterie. Ici, on a le mode de conduite. J'essaierai de vous montrer. Donc, on a 4 modes de conduite. On a un mode sport. Moi, j'ai fait tout mon roulage en mode normal. On a un mode éco et un mode winter. On n'a pas de mode personnalisé. C'est dommage. En fait, moi, j'aime bien le mode normal. Sauf que je trouve que la direction est un petit peu molle et je préfère j'allais dire la rigidité, la résistance du volant en mode sport que sur le mode normal. Ces modes ne vont agir que sur l'accélération et la résistance du volant. On n'a pas d'action sur l'amortissement parce qu'on n'est pas sur des amortisseurs pilotés. La conduite. Alors, c'est un véhicule, sincèrement, qui est très silencieux. On a un réglage des suspensions plutôt confort. Donc, on va avoir un petit roulis dans les virages. On est vraiment très, très confort. Donc, il n'est pas fait pour une conduite dynamique sportive, même si on prend la version performance, avec les 3 moteurs, je crois qu'il nous fait le 0 à 100 en 4 secondes 9, ce qui est quand même assez impressionnant, presque 300 chevaux, donc voilà, il peut avoir des velléités de SUV sportif, mais on est vraiment sur un réglage de suspension typé confort. Et moi qui suis un gros rouleur, etc., franchement, il avale des kilomètres, mais c'est assez extra. Il est très silencieux. Même là, aujourd'hui, j'ai roulé avec pas mal de vent de face. On entend légèrement de bruit d'air lié au vent, mais sinon, on n'a aucun bruit d'air. On est sur un toit vitré et ouvrant.
je n'ai aucun bruit d'air. J'ai eu parfois un tout petit peu de bruit de mobilier sur la console centrale quand j'ai pris des routes communales un petit peu mal cabossées avec des enchaînements de virages et puis des enchaînements de torsion du châssis. Et là j'entendais léger bruit au niveau du mobilier. J'ai un petit bruit ici sur le système d'ouverture du rangement central parce que la charnière est au milieu, donc comme on appuie sur le coude on peut avoir tendance un petit peu à forcer dessus. Mais franchement, rien. Et si on ferme bien le cache-bagages derrière, la voiture est très silencieuse, très confort. On a des sièges cuir, plutôt fermes, d'assises. Donc pour les BMistes, on va s'y retrouver. Et voilà, moi je trouve que la finition, le dessin du tableau de bord, avec ces rappels aluminium, on a différents types de matériaux, de cuir, de plastique, de type de rembourrage. Ici, on va avoir un rembourrage hyper moelleux, légèrement moelleux sur le dessus. Le toucher est très soft sur le tableau de bord. Le volant, il fait vraiment penser à des volants type BM. Moi, je trouve que le dessin est très très joli. Après, c'est vrai que moi, je me suis habitué sur un volant un peu plus large, moi, sur ma Tesla. Ça me manque un petit peu, mais franchement, très joli. Bon, cet écran qui est gigantesque. Moi, il aurait mérité d'être peut-être un peu plus orienté vers le conducteur parce que comme il est très penché et nous déporté sur le côté, mais finalement on s'y habitue. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré une légère inclinaison, mais bon, je pense qu'on aurait perdu du charme pour le passager. On a une jolie boîte à gants. Ici, je suis pas sur le système son Bose qui est réservé à la version performance, mais clairement, moi, je trouve que le son est plutôt pas mal. On a des places qui sont confortable à l'arrière, on a une très bonne position d'assise, de longueur d'assise, une position assez droite, on a suffisamment d'espace aux jambes, même si ce n'est pas la plus volumineuse de l'espace aux jambes. Le petit défaut de cette voiture, je vais vous montrer ça un petit peu en image, le coffre à l'arrière, il n'est pas excessivement volumineux, c'est pas une déménageuse, on a 350 litres, un tout petit rangement, un espace sous la tablette. Par contre, on a un seuil de chargement peut-être légèrement haut pour moi qui fait qu'1m69, mais je pense qu'il est vraiment à la bonne taille. Les sièges bien sûr sont inclinables, mais la bonne surprise sur cette version Luxuary, c'est le frunk. Il y a un frunk et il est gigantesque. Je vous montre tout de suite sur les images. Bon, bien sûr, alors l'ouverture du coffre, on est sur une ouverture à l'ancienne. On a la petite trappe là sous le tableau de bord. Hop, on fait 2 crans, ça déverrouille le coffre. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas en plus la sécurité au milieu qu'on cherche toujours. Voilà. Donc on l'ouvre. Regardez, la finition est vraiment bien faite. On a un très très beau cache plastique. Et quand on ouvre ce cache plastique, on a un frunk de 150 litres. Là, franchement, je trouve génial. Donc, au final, sur cette version Luxuary, et j'insiste bien sur cette version Luxuary, on va avoir 150 litres devant, 350 litres derrière. Donc, on se retrouve avec 500 litres de volume de chargement. Ça devient correct. Ça devient correct. L'inconvénient, c'est si vous partez sur la version performance qui est plus performante, le moteur à l'avant prend la place du frunk. Donc, c'est plutôt dommage. Voilà. Donc on a un vrai plaisir de conduite, une voiture qui est très silencieuse, qui est faite un peu pour avaler les kilomètres. En technologie, franchement, moi je la trouve pas mal. 2 à 3 moteurs, 2 rapports de vitesse. On est plutôt pas mal. On a un équipement multimédia qui est vraiment bien. Et c'est pas fréquent. Tiens, on va croiser une petite Tesla Model 3 en rouge. Je vais lui faire coucou, mais il va pas comprendre pourquoi. Voilà. Ah, l'inconvénient, je sais pas si vous entendez, c'est les aides à la conduite. Les aides à la conduite, alors le niveau sonore n'est pas aussi agressif que dans une Tesla, mais on a beaucoup de bip. Ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses sont paramétrables dessus. On peut activer, désactiver un petit peu comme on veut sur les alertes de vitesse, sur le contrôle de la vitesse, sur les systèmes de retenue d'urgence, l'avertissement de collision vers l'avant, système d'aide à la conduite en marche arrière, etc. Donc il y a énormément d'aides, mais elles sont toutes paramétrables. C'est vraiment bien, donc c'est un petit peu à la carte comme vous le souhaitez. Donc moi globalement qui ai déjà essayé la MG4, clairement par rapport à la MG4 je vais me sentir dans un véhicule beaucoup plus premium. En termes de tarifs, parce que c'est là qu'il faut regarder aussi en termes de tarifs. Aujourd'hui, on est sur des véhicules entre 46 et 47 000 euros, je crois. J'ai pas regardé, je vous mettrai en incrustation dessus. Ce sont des véhicules, si vous restez sous la configuration avec le mode Luxury en dessous des 47 000 euros, vous avez le droit
aux 5 voire 7 000 euros de prime d'aide de l'État. Donc vous pouvez avoir un véhicule entre 39 et 41 000 euros. Par rapport à la concurrence, ce véhicule, il vise qui? Ce véhicule, il va viser des Volkswagen ID4, ID5, des Skoda Enyaq, des Audi Q4, du BMW iX1 qui vient de sortir. Et là, on devient très concurrentiel parce qu'un véhicule à 38-41 000 euros avec l'ensemble de ses équipements, tout de suite, ça va commencer à casquer. Des performances de conduite qui sont quand même assez agréables. Oui, je vous entends. Oui, mais Armel, depuis, Tesla a baissé ses tarifs et aujourd'hui, tu peux avoir un modèle Y à partir de 41 000 euros. C'est vrai. Et là, c'est un gros souci pour l'ensemble des constructeurs, autres que Tesla, c'est que Tesla a vraiment cassé les tarifs et donc on se retrouve à avoir des propositions tarifaires, qui déconnectent un petit peu tout le monde, sauf MG qui se retrouve dans les prix d'un modèle Y, propulsion. Certes, en efficience, en autonomie, en vitesse de recharge, etc., on n'est pas du tout sur un niveau équivalent, mais c'est le seul qui va être sur une proposition tarifaire équivalente. Voilà, écoute, sur ce MG Marvel Air, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour? Vous voulez des idées de consommation, hein? Je vous vois venir, vous avez envie qu'on parle consommation. Alors, je vais vous mettre en incrustation les consommations. Alors, vraiment très important. Là, par exemple, je suis en train de rouler, on est sur la pause déjeuner entre midi et 2, il fait 6 degrés. Ce matin, j'ai fait mon trajet habituel mixte. Je vous mets le petit circuit, etc. Mixte urbain, mixte départemental, mixte national, etc. Je l'ai fait à 0 degré. Je crois que c'est la première voiture que j'essaye avec une température aussi basse sur ce trajet. Quand bien même cette véhicule est équipé d'une pompe à chaleur, on le sait, notamment sur les batteries lithium-ion, mais encore plus sur les batteries lithium-fer-phosphate, on a un impact très négatif du froid sur les autonomies. Donc il va falloir qu'on en tienne compte. Eh bien, ce matin, je vous mets en incrustation la consommation. Et pour une batterie de 65 kWh, je vais me retrouver avec autour des 20-21 kWh au 100 km de consommation, ce qui est important. Ça nous donne à peine plus de 300 km d'autonomie par rapport aux 400 WLTP annoncés. Donc on voit que là, on a une autonomie qui a été baissée. Note importante, parce que je sais que vous me l'avez signalé sur la MG4. Ce véhicule est aussi équipé d'un préconditionnement de la batterie et je n'ai pas fait la même erreur qu'avec la MG4, je ne l'ai pas activé. Donc ma consommation c'est hors pénalité que je pourrais avoir en activant le préchauffage de la batterie. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer mon trajet plus normé, domicile, lieu de travail, travail, lieu, domicile. Et là, c'est la bonne surprise. À l'aller, je fais un peu plus de 19 kWh au 100 km. Au retour, un peu plus de 17 Wh au 100 km. Ce qui me donne une moyenne autour des 18-18,5. Et là, je me rapproche quand même plus nettement du WLTP de la voiture, avec encore une fois des températures inférieures à 5 degrés. L'aller, je l'ai fait à 2 degrés. Le retour, je l'ai fait à 5 degrés. Donc vraiment très pénalisant. Moi, je sais que sur le froid, j'ai estimé sur ma Tesla Model 3 que j'avais avant un bon 10-15% en dessous de 5 degrés. Et un bon 5-10% en dessous de 5 degrés et un bon 10-15% en dessous de 0 degré, l'impact sur la consommation. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit. Et si je compare par rapport à d'autres véhicules, il n'est pas spécialement déconnant. Donc en autonomie, je pense que sur des routes départementales à des températures normées, on doit pouvoir être entre 17 et 19 kWh au 100 km, 17-18 plutôt je dirais. Sur national, on va plutôt autour des 20-21, donc à 110 kWh au 100 km. Et sur ce que j'ai pu voir moi, parce que moi dans mon secteur, j'ai pas de route à 130 km/h, ce que j'ai pu voir de différents essais, on va être plutôt autour des 23 à 26 kWh, plutôt 25-26 au 100 km sur autoroute, ce qui lui confère une autonomie de l'ordre de 220-230 km sur autoroute, de facilement 300-310 km sur national à 110 et on n'est pas loin des 370 à 400 km sur départemental, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est un véhicule, moi je trouve, qui est plutôt bien conçu parce que c'est un véhicule qui pèse
1 tonne 8 pour la version Luxury, 1 tonne 9 à cause du moteur supplémentaire sur la version performance. Bah, si on compare par rapport à des Tesla notamment, hein, on est en dessous des modèles 3 et des modèles Y en poids, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et ben donc Armel, est-ce que tu pourrais acheter ce MG Marvel R? Eh bien écoutez, moi je trouve par rapport à toutes les voitures que j'ai pu essayer que c'est une très très bonne proposition. On a vraiment une finition qui est très haut de gamme. Moi je souhaite le faire. Le look extérieur, bah, je vous mets là des images. Il a un look... déjà là, moi quand je conduis, je vois le capot devant, nervuré, etc. J'ai l'impression d'avoir un capot un peu comme une Ford Mustang. Il a un look un petit peu, alors je sais pas pour vous, mais moi il me rappelle pas mal en silhouette le Volvo XC40 ou la BMW X1. Donc voilà, de petits K4 SUV. Le dessin des feux avant est très 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 joli, hein, cette ligne, cette incrustation des feux LED. Et pareil, hein, les feux arrière, ce feu LED avec cette bande sur l'arrière, c'est du plus bel effet. Moi je trouve qu'il a un très très joli look. La finition intérieure est pas mal. Les consommations sont bien. Moi, les points faibles de ce véhicule, la vitesse de recharge en courant continu, 90 kW, ce n'est pas assez. Quand on voit que la MG4, qui est un peu plus récente chez MG, elle, avec la batterie lithium-ion, monte à 130 kW de puissance de charge, je pense que ce Marvel, enfin, c'est pas je pense, ce Marvel R mériterait minimum le même niveau de puissance de charge de la MG4 et donc de pouvoir passer en dessous des 40 minutes de temps de charge du 5 à 80% et d'être autour des 35 minutes, ce qui le mettrait face à ses concurrents. Pour moi, c'est vraiment un petit peu le talon d'Achille de ce véhicule. On a des autonomies qui sont correctes. Voilà, un petit add-on parce que je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de l'assistance du maintien dans la file et du régulateur adaptatif. Alors, on a sur ce véhicule pas un autopilote comme on peut l'entendre et le voir sur Tesla, de maintien actif dans la voie comme on peut le voir aussi chez Volkswagen, j'ai pu le tester sur l'ID.Buzz ou chez BMW ou Mercedes. Là on a une assistance au maintien dans la voie. Donc le véhicule va essayer de vous maintenir au milieu de la voie, va nous faire prendre les courbes légères, etc. Mais c'est tout. On va pas avoir un véhicule qui va rester pile poil au centre de la voie, donc on doit toujours être attentif, toujours avoir une action sur le volant, d'accompagner le volant, etc. Mais c'est vraiment une assistance qui fait que sur de longs trajets autoroutiers, sur des nationales avec des courbes qui s'enchaînent légères, etc. c'est vraiment très très agréable. Par contre, il faut rester vigilant. Un des défauts peut-être de ce véhicule, vous avez pu peut-être le voir sur d'autres vidéos, c'est sur l'air de franchissement à la ligne, même sur une sortie de voie, etc. De temps en temps, il va avoir tendance à nous ramener au milieu, un peu à la Tesla, et de façon assez vive, même si on a mis le clignotant. Donc ça, c'est un petit peu étonnant, c'est un petit peu dommage. Et puis, bah, on a pas mal d'assistance, franchissement de ligne, collision, etc., qui agissent de façon assez importante, même si le son n'est pas trop fort. Ça peut biper assez régulièrement dès que on commence à s'écarter un petit peu du centre de la voie. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez agréable quand même, notamment l'assistance du maintien à la voie. Ça permet de rester quand même beaucoup plus attentif sur la voie par rapport à ce que je peux vivre avec l'autopilote Tesla, où on peut avoir tendance à laisser conduire la voiture toute seule et être moins attentif sur la circulation ou autre. Donc moi j'ai trouvé ça quand même plutôt agréable, plutôt un bon point, et c'est ce que j'avais relevé aussi sur la MG4. Et la MG4, je l'avais testé quand même dans des conditions beaucoup plus compliquées, sous la pluie, forte pluie, brouillard, etc. Là j'étais dans des conditions idéales et c'était franchement très agréable. Un bon point pour MG. Alors est-ce que je pourrais l'acheter ? Eh bien écoutez, si pour vous avoir un véhicule avec une autonomie entre 300 et 400 km, une vitesse de charge correcte et un prix autour des 38 à 41 000 euros, bah moi je dis que c'est une très très bonne proposition. Et ouais, je pourrais l'acheter franchement. En plus, on a un front qui est vraiment bien dimensionné. C'est un véhicule que j'aime beaucoup. C'est pas forcément celui qui serait le plus adapté pour mon boulot au quotidien, mais ouais, franchement, il est très valorisant. Enfin, sincèrement, il fait vraiment premium à l'intérieur. Moi, j'adore le tableau de bord. Il est vraiment super joli. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé ce Marvel R, si vous êtes propriétaire du Marvel R, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.